Bonsoir, c'est donc ce soir la 8e séance du séminaire sur les droits économiques de la personne. Vous avez trouvé à l'entrée ce flyer d'Amarji, une comédie politique d'éducation populaire, écrite par Judith Bernard, qui est donnée donc à la Manufacture des Abbesses jusqu'au 6 juin. N'hésitez pas à y aller pour ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore allés. C'est un travail tout à fait remarquable et qui reprend les thèses que j'expose dans ce séminaire. J'ai beaucoup de chance, c'est un grand cadeau que des artistes mettent en scène sur un mode à la fois didactique et ludique. C'est vraiment à la fois du théâtre politique et de l'éducation populaire au sens vraiment le plus noble du terme, mettent en scène des résultats de recherche. Amarji, donc, à la Manufacture des Abbesses. Je signale aussi pour ceux et celles qui suivent ce séminaire sur l'Internet et qui souhaiteraient être tenus au courant, recevoir les infos, qu'ils peuvent laisser leur adresse en écrivant à contact-grand-paris@réseau-salaria.info, contact-grand-paris réseau sans accent bien sûr, -salaria.info et vous recevrez les mails que reçoivent ceux qui ont laissé leur adresse ici. Si vous n'avez pas vous-même participant physiquement à ce séminaire, laissez votre adresse, n'hésitez pas à la laisser. Dans le mail que vous avez reçu il y a quelques jours, on vous annonçait que vous alliez recevoir un texte que vous n'avez pas reçu. Ce n'est pas une erreur, c'est le fait que je n'ai pas fini de l'écrire. Mais vous en avez en tout cas la primeur ce soir. C'est donc un texte et c'est une séance du séminaire consacrée à la réponse à une série d'objections qui m'ont été faites en particulier dans un dossier publié en janvier dernier par la revue en ligne Contretemps. Et je vais essayer d'aller aujourd'hui au bout de cette réponse. Si ce n'est pas le cas, je le poursuivrai, non pas la prochaine fois qui sera donc le 4 juin. C'est Yann Lelanne, qui est maître de conférence en sociologie à Lille, qui viendra présenter comment sont reçues des propositions de type salaire à vie dans les différentes catégories sociales. Il part d'enquêtes et c'est un point de vue extrêmement intéressant aussi que de voir quelle est la réception de thèmes comme celles qui sont développées ici selon les catégories sociales. Et donc, si je n'ai pas fini aujourd'hui, je le poursuivrai lors de la dernière séance du séminaire qui, elle, aura lieu le 2 juillet. Il reste encore donc 3 séances aujourd'hui, le 4 juin et le 2 juillet. La réponse aux objections, je voudrais la faire sur les 5 objections majeures. Est-il légitime de parler de communisme à propos du déjà là? Deuxième objection, est-ce que je ne raconte pas une histoire à ma façon du salaire? Est-ce qu'on peut vraiment parler de déjà là en matière de salaire à la personne? Et la troisième objection porte sur la propriété, en particulier sur le financement par subvention, rendant possible une propriété patrimoniale non lucrative, comme élément du communisme tel que je le développe.
La quatrième porte sur le travail et la valeur. Là, on est au cœur évidemment de ce séminaire, surtout autour du débat, autour de qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que les retraités travaillent. Et puis la cinquième objection ou question, enfin, ou interrogation, c'est bien beau tout ça, mais sur quoi ça s'appuie en termes stratégiques? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui porter l'attribution de droits économiques aux personnes? Par quel chemin? Voilà les 5 points que je vais développer, en commençant donc par l'objection qui est faite sur la qualification de communiste des conquis du XXe siècle en matière de droit économique de la personne, ou droit en termes de propriété et d'usage et en termes de salaire lié à la personne. Le principal retour positif de la part des lecteurs de Vaincre Macron, tel que je peux l'observer dans les nombreux débats auxquels je participe, tient à la restitution d'une histoire populaire volée et à la mise en évidence d'un déjà-là sur lequel nous appuyer. Ces lecteurs sont à la fois décontenancés et intéressés par le premier chapitre dans lequel je déconstruis la fable de la naissance de la sécurité sociale en 1945 dans les circonstances exceptionnelles d'un compromis fordiste, tel que j'ai déjà pu développer cette fable ici. En réalité, et contre cette fable, le régime général a été imposé en 1946 contre une sécurité sociale capitaliste déjà très développée, aux multiples régimes disparates qui étaient pour l'essentiel aux mains des patrons. Il y avait entre 1000 et 1300 caisses qui vont être groupées en 1946 dans le régime général, et il comptait à l'époque 70 000 salariés pour gérer les prestations. Donc en 1945, encore une fois, dans la sécurité sociale, tout existe, et c'est pléthorique. Il n'y a aucune invention de la Sécu en 1945. Il y a en 1946 une contre-sécurité sociale, que je qualifie de communiste. Et cette contre-sécurité sociale, le régime général a été imposé malgré l'hostilité du patronat, de la SFIO, du MRP, c'est-à-dire des partis de gouvernement qui se partageaient le pouvoir dans les gouvernements de la Libération, des gaullistes, de la CFTC, l'autre confédération syndicale, qui donnera en 1964 la CFDT, et puis à l'intérieur même de la CGT, cette mise en place du régime général en 1946 rencontre l'hostilité des fédérations qui s'apprêtent à provoquer la scission de 1947 et de créer Force ouvrière. Le régime général, contre la pléthore d'institutions à gestion pour l'essentiel soit paritaire, soit patronale, mais paritaire ça veut dire patronale globalement, soit par les compagnies d'assurance, dans des régimes qui étaient d'entreprises, de branches, et avec des taux de cotisation extrêmement variables d'une branche, d'une entreprise à l'autre. Contre cela, le régime général est imposé comme régime unique, au taux de cotisation interprofessionnelle unique et géré par les travailleurs. Bref, ce régime général, c'est l'expression d'une classe, le salariat. Je m'expliquerai dans la réponse à la seconde objection sur pourquoi j'insiste sur ce terme de salariat comme classe révolutionnaire. Donc l'expression d'une classe en train de se construire comme classe pour soi, consciente de ses intérêts, dans la responsabilité économique, parce qu'une classe ne se construit que dans la responsabilité économique,
et la capacité de changer les institutions du travail, parce que la responsabilité économique, c'est précisément la responsabilité sur le travail, sur la production, sur ce qui a valeur. On sait combien la construction d'un récit de notre histoire économique et sociale, ne laissant d'initiative macroéconomique qu'à la classe dirigeante, fait partie de l'hégémonie de cette dernière. Convaincre que notre pays n'a aucune institution communiste en mesure de constituer un tremplin pour les luttes d'aujourd'hui, c'est pour la bourgeoisie capitaliste un bénéfice idéologique supplémentaire. Un enjeu important, pardon. Je confonds deux lignes de mon texte. Je ne suis pas habitué à parler avec un texte. Si ce récit il n'y a qu'une classe pour soi, la bourgeoisie, en face, il y a des victimes, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, mais enfin, globalement, c'est des victimes. Si ce récit est écrit par des intellectuels de gauche, alors là, c'est pour la bourgeoisie capitaliste un bénéfice idéologique supplémentaire. Il faudra qu'un jour, celles et ceux qui, à gauche, tout à leur querelle groupusculaire, fournissent à la classe dirigeante le dossier à charge contre le Parti communiste, dont elle se délecte, s'interrogent sur leur responsabilité dans la disqualification des conquêtes dont il a été porteur. Pour prendre un exemple qui pèse encore lourdement aujourd'hui dans le vol de l'histoire populaire, ce sont des économistes de gauche, et pour beaucoup d'une extrême gauche construisant le récit des trahisons staliniennes, qui ont fourni à la bourgeoisie, dans les années 70, la thèse dite de la régulation, selon laquelle un prétendu compromis fordiste, passé en 1945 entre le patronat et la CGT, aurait empêché la révolution en France, partage du monde de Yalta oblige, tout en fournissant à la production de masse les débouchés nécessaires à la valorisation du capital. Pas besoin de revenir sur le fordisme comme explication d'un compromis institutionnalisé par lequel des dirigeants trahissent la révolution possible en échangeant des gains salariaux contre l'acceptation de la gestion de l'économie par les patrons et qui explique la sécurité sociale comme une nécessité pour le capital, qui explique que la sécurité sociale, en confondant sécurité sociale et régime général, tout ça est mis dans le même paquet, comme une nécessité pour le capital, un capital dans sa phase fordiste, qui cherche son profit dans la production de masse. Eh bien, il faut écouler toute la marchandise produite et donc solvabiliser de la naissance à la tombe les personnes, et la Sécu, ça sert à cette solvabilisation. Donc, du coup, les militants communistes mobilisés dans ce qu'ils croyaient être les conquis de la libération auraient été en réalité les idiots utiles de la phase fordiste du capitalisme. Résultat, nombreux aujourd'hui sont celles et ceux qui, nourris de ces bobards intellectuels que les programmes officiels du lycée ont évidemment colportés, tous ceux d'entre vous qui ont fait du SES n'ont pas pu échapper au compromis fordiste de 1945, c'est la doctrine officielle. Donc tous ceux qui, nourris de ces bobards, sont réduits à des mobilisations défensives vouées à la défaite, faute de s'appuyer sur les prémices d'une révolution du travail construite à grand labeur à la libération et au cours des 2 décennies qui ont suivi. Oui, il est grand temps de sortir d'un postulat méprisant, l'existence d'une seule classe pour soi, la bourgeoisie, en face des victimes, et qualifier un groupe social de victimes, c'est le mépriser fondamentalement, et d'écrire l'histoire révolutionnaire dont la classe ouvrière a été porteuse. Et si je m'y emploie d'en vaincre Macron, nous sommes encore bien trop peu nombreux à le faire.
J'explique d'ailleurs moi-même dans la conférence gesticulée que vous pouvez trouver sur le net, comment je suis moi-même passé j'étais économiste à l'époque, d'un économiste critique du capitalisme et solidaire avec ses victimes à un économiste à l'école de vainqueurs. C'est tout à fait autre chose quand on est chercheur, d'être solidaire de victimes ou d'être à l'école de vainqueurs. Ça apprend l'humilité, en tout cas. Les auteurs du dossier à charge contre Vaincre Macron, que Contretemps donc a publié en janvier dernier, ne manquent évidemment pas de joindre leur voix à la disqualification des conquêtes de 1946. Haribey, par exemple, parle du mythe de Croizat, inventant un nouveau mode de production. Je réécris l'histoire pour la mettre au service de mon projet politique. Ou Husson qui dit les systèmes de protection sociale ne sont pas des implants anticapitalistes, mais les produits d'un compromis entre capital et travail, sous la pression des luttes sociales, dans une conjoncture historique sans doute révolue. Et si j'écris un autre récit, c'est parce qu'il me permet d'inscrire mon projet dans la continuité de la révolution communiste du travail que j'invente. Quel est l'argument de mes contradicteurs ? Que Croizat ne s'est pas exprimé en termes révolutionnaires. Qu'il n'a pas dit « je suis en train de faire la révolution ». Donc il ne l'a pas faite puisqu'il ne l'a pas dit. C'est aussi con que ça, mais c'est comme ça. Pour être classique, ce propos idéaliste n'en est pas moins faux. Sauf à supposer que ce sont les idées qui mènent le monde. Et qu'on ne fait que ce que l'on a déjà préalablement énoncé. Qu'on ne trouve pas chez Croizat, ou tout Croizat comme figure emblématique de ce qui se passe en 1946, bien sûr, ou chez les militants qui se mobilisent pour construire le régime général de sécurité sociale, ou autour du statut de la fonction publique, ou de la nationalisation de DFGDF, pour prendre les grands actes de 1946. Qu'on ne trouve pas chez Croizat, donc, de textes disant qu'il est en train de construire des institutions communistes du travail, ne prouve en rien qu'il ne le fait pas. Il n'y a aucune contradiction à écrire, comme je le fais dans Vaincre Macron, que la classe ouvrière en 1946 est, je me cite, une classe pour soi, consciente de ses intérêts, qui a été capable d'imposer des institutions du travail alternatives à celles de la classe dominante. Et, dans un autre passage du livre, qu'elle n'avait pas à l'époque le projet explicite de cette alternative. Car, je me cite à nouveau, une institution révolutionnaire ne révèle sa portée que dans la durée. La conscience de la portée de l'acte qu'on pose n'est pas la condition pour être une classe pour soi. Lorsque, symétriquement, Rocard attaque les allocations familiales avec la CSG ou la pension de retraite avec le livre blanc de 91, ou l'indemnisation du chômage avec le RMI comme salaire. Quand il attaque ça, qu'il dit c'est pas du salaire, il ne faut pas payer les parents, les retraités, les chômeurs, ils n'ont pas droit au salaire, ils ont droit à autre chose mais pas au salaire. Bon, il ne dit pas, et à mon avis même il ne pense pas, qu'il restaure la pratique capitaliste du travail, en reliant le salaire et l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi n'a pas droit au salaire. Bon. Mais il ne dit pas que je suis en train de restaurer la pratique capitaliste du travail. Il le fait, et ça suffit. Avoir conscience de ses intérêts pour une classe, et Dieu sait si Rocard a été le porte-parole de la classe capitaliste dans la sphère du politique, avoir conscience de ses intérêts pour une classe, c'est d'abord une question d'acte, pas de discours. Bien sûr, dans le long terme, si le discours ne vient pas
justifier l'acte de façon cohérente, la portée de ce dernier est menacée. Si nous avons été incapables de nous battre contre la CSG lorsque Rocard la met en place, contre les allocations familiales financées par du salaire, c'est parce que nous avons continué à ânonner pendant 50 ans le discours de Croizat, dignité des familles, enfin, etc., etc. Autant Croizat, lorsqu'il pose l'acte, les parents vont être payés, qui est un acte révolutionnaire, ne l'exprime pas comme tel. Et c'est normal. Les idées sont toujours en retard sur les actes. Autant ceux qui se réclament de lui comme organisation sont fautifs si 50 ans plus tard, ils continuent à dire dignité des parents. S'ils n'assument pas la portée révolutionnaire qu'il y a à payer des personnes qui n'ont pas d'emploi, s'ils ne se battent pas pour à la fois théoriser, produire le discours correspondant à 50 ans de pratique, à vaste échelle. À partir du moment où on paye les parents, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que si on leur verse une allocation de solidarité financée par un impôt de solidarité comme la CSG. Donc, évidemment, si un acte révolutionnaire ne produit pas, dans les décennies qui suivent, les représentations nouvelles correspondant à la nouveauté de l'institution, cette institution est en péril. C'est pourquoi je suis si insistant dans Vaincre Macron sur l'urgence de mettre enfin sur les actes de 46 les mots adéquats, révolution, communisme. Et dans les débats avec les publics les plus divers, cette approche empirique du communisme, sur laquelle je reviendrai dans le dernier point, suscite de l'intérêt. Le communisme, poser le communisme non pas comme une espèce d'idéal, mais comme un mouvement réel qui s'observe. Et là, je reprends la formule de Marx et d'Engels dans l'idéologie allemande. Ils définissent comme suit le communisme. Le communisme, c'est, je cite, le mouvement réel abolissant l'état de choses actuel. Du coup, le communisme, ça s'observe empiriquement. Ça ne se définit pas comme une espèce d'idéal pour notre avenir. C'est une observation empirique et poser comme communiste un certain nombre d'institutions concrètes telles qu'elles se sont construites en 1946, à mon sens, ça rend le communisme mobilisateur et compréhensible. Chacun peut toucher du doigt ses réalisations et y contribuer, à condition, encore une fois, de lire comme communiste les institutions conquises par la classe ouvrière. Le communiste, je le répète, n'est pas un idéal après lequel courir sans jamais l'atteindre, surtout s'il est inventé, comme l'ont fait un certain nombre de théoriciens marxistes après Marx, une étape socialiste avant le communisme. Alors il y aurait le capitalisme, puis une étape socialiste, puis le communisme. Alors on n'y arrive jamais. Hein, c'est comme l'horizon après lequel on court sans jamais l'atteindre. Hein. Ou alors si nous allons répétant que le communisme n'a encore connu aucune réalisation dans le monde, qu'il a été trahi, etc. Qu'il a été trahi, bon, c'est évident, comme de même que la bourgeoisie, lorsqu'au XIVe, XVe siècle, elle commence à implanter un mode de production alternatif, il y a des reculs, il y a des caricatures, il y a tout un tas de trucs. C'est progressivement que les choses se coagulent, prennent sens, évidemment. Sans un déjà là sur lequel s'appuyer, comment poursuivre la révolution du mode de production ? Une des clés de sortie de la défaite dans laquelle nous sommes englués depuis 30 ans, c'est la désignation, comme communiste, de conquis concrets, aussi décisifs que le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, le salaire à la qualification personnelle. Alors, venons-en justement, deuxième temps de ma réponse. Est-ce que le salaire à la qualification personnelle, c'est révolutionnaire ?
Mes contradicteurs disent non. Ben non, oh ben non. De toute façon, il n'y a rien de révolutionnaire. Parce qu'il n'y a qu'une classe pour soi. Le salaire à la qualification personnelle, c'est ce qui, dans Vaincre Macron, mais c'était déjà le cas pour l'enjeu du salaire et pour émanciper le travail, je m'en suis rendu compte, c'est ce qui suscite le plus de surprise chez un lectorat militant habitué à l'abolition du salariat. Faire du salaire une institution révolutionnaire, ça choque, puisqu'on a été biberonné au fait que le salaire, c'est l'institution type du capitalisme. Or, je dis précisément le contraire. Et dans Vaincre Macron, je suis encore plus ferme que dans l'enjeu du salaire et dans Émanciper le travail, sur le fait que le salaire et l'emploi sont des institutions anticapitalistes, parce que j'ai eu la chance de lire dans l'intervalle le très bel ouvrage de Claude Didry, L'Institution du travail, dont vous avez régulièrement des exemplaires à la sortie, n'hésitez pas à vous le procurer. Claude Didry remet les pendules à l'heure sur l'invention du contrat de travail avec le Code du travail au tournant du XXe siècle. Pour l'histoire officielle, qui est une voleuse des conquis populaires, c'est le propre de l'histoire officielle que de voler les conquis populaires, pour que nous soyons à poil. La cause est entendue, le rapport salarial, l'emploi et son contrat de travail, échange d'un salaire contre une subordination, sont le parangon des institutions capitalistes. En quoi cette thèse doit être contestée? Eh bien, le contrat de travail, l'emploi, se substitue aux deux formes de mise au travail qui dominent dans le capitalisme qui arrive à sa maturité au XIXe siècle. J'en ai déjà parlé, je reviens sur cela pour répondre à la polémique, parce qu'il faut bien parler de polémique, dont Vaincre Macron a été l'objet. Polémique parce qu'il y a certains de ces textes qui sont des textes académiques qui argumentent, et puis il y a des textes qui sont purement injurieux. Donc moi je ne réponds pas par l'injure, mais je suis quand même obligé à une certaine fermeté. Les deux formes canoniques de mise au travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant et c'est le contrat de louage d'ouvrage. Dans les deux cas, les capitalistes se gardaient bien d'assumer la responsabilité directe de la production. Ce qui aurait englué leur capital dans un territoire, une spécialisation, la gestion de collectifs de travail, toutes choses dont ils ne veulent pas entendre, parce que ça les empêche, en engluant le capital sur un territoire et dans une production précise, de se valoriser en changeant en permanence les lieux et les occasions de la valorisation. C'est comme prêteur, donneur d'ordre, fournisseur ou client que les groupes capitalistes organisent la production et ponctionnent la survaleur produite par les travailleurs indépendants ou par les ouvriers, qu'embauchaient dans l'invisibilité du droit les sous-traitants, les marchandeurs qui vendent l'ouvrage faux capitaliste dans le contrat de louage d'ouvrage. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été l'objet d'une des séances du séminaire, je vous y renvoie. Dans leur impuissance à atteindre le réel exploiteur capitaliste de leur travail, travailleur indépendant, qui l'exploite? Il n'a pas de patron. L'ouvrier du sous-traitant, mais le sous-traitant, c'est comme des salariés de petites PME. Leur exploiteur, c'est leur patron. Leur patron lui-même, de toute façon, il est obligé de faire des prix qui permettent au groupe capitaliste dont il est le sous-traitant de ponctionner la valeur qui est produite dans la boîte. Donc c'est pas un réel interlocuteur.
Dans le capitalisme, l'exploitation avance masquée en permanence. Donc, dans leur impuissance à atteindre le réel exploiteur capitaliste de leur travail, la subordination au capital et l'exploitation de ces travailleurs, qu'ils soient indépendants ou ouvriers, était totale. Et c'est contre elle que la CGT va se construire pour limiter la journée de travail et pour interdire la sous-traitance en imposant le contrat de travail à la place du contrat de louage d'ouvrage. Contraindre le capitaliste à être employeur et donc à s'exposer comme exploiteur, tout en étant obligé de respecter les règles du Code du travail par ailleurs. C'est évidemment une restriction de taille à la subordination et à l'exploitation. Le contrat de travail, c'est un instrument contre lequel le capital va en permanence tenter de se déprendre parce qu'il limite l'exploitation et la subordination. C'est bien mieux compris aujourd'hui où se multiplient les infra-emplois de travailleurs indépendants à la Uber ou à l'agriculture de type FNSEA. Des indépendants, mais des indépendants qui sont totalement exploités, qui, dans la maîtrise du travail, est nulle. Ils n'ont pas d'employeur, bah oui. Mais c'est encore pire que s'ils en avaient un. Nous sommes dans l'infra-emploi. Aujourd'hui aussi, où les successives lois travail font à nouveau de la sous-traitance le cœur de l'exploitation capitaliste, avec des donneurs d'ordre qui vont pouvoir organiser le dumping social entre des PME, puisque ces PME, elles ne peuvent plus invoquer un droit interprofessionnel du travail pour dire bah, « écoutez, non, à ce prix-là, on ne peut pas. On est obligé de respecter. » Ben non, maintenant, nous sommes dans le dialogue social dans chaque PME, avec un droit du travail lié à chaque PME. Ben, c'est pas béni. Non pas pour les patrons de ces PME, qui vont se trouver dans une concurrence entre eux, mais invivable, mais pour les donneurs d'ordre, pour les capitalistes. Les ordonnances Macron, c'est d'abord le retour à la sous-traitance. Mais il y a plus dans le caractère anticapitaliste des institutions qui se naissent au moment où la CGT se construit, donc au tournant du XXe siècle. L'institution du travail dans le contrat de travail et l'emploi a permis la naissance de salariés. Cette invention majeure est proprement communiste du mouvement ouvrier du XXe siècle. Je l'ai déjà dit, le mot salaire existe au XIXe siècle, mais c'est un mot de la langue savante qui est utilisé par les économistes, etc. Marx l'utilise, mais il n'y a aucune institution du salaire. Son usage, de toute façon, n'est pas du tout courant. On parle de paye, de je ne sais pas quoi. L'institution du salaire, c'est au XXe siècle. C'est la convention collective. C'est le statut de la fonction publique. Et l'institution du salaire, elle se fait sur un mode au départ anticapitaliste, mais qui va ensuite s'affirmer comme communiste. Quelle est la différence entre anticapitaliste et communiste? C'est que dans le communisme, il y a une construction positive d'alternative. On n'est pas simplement dans le contre, dans l'affirmation d'un contre, on est dans une construction positive de l'alternative. Et je rappelle qu'un mode de production repose sur deux institutions majeures, le régime de propriété, on va y venir, et le statut du producteur. Et avec le salaire à la qualification, on a quelque chose d'anticapitaliste, mais avec le salaire à la qualification personnelle, là, nous sommes dans l'institution d'une alternative au statut capitaliste du producteur. Le statut capitaliste du producteur, c'est l'individu libre sur le marché des biens et services comme travailleur indépendant, ou sur le marché du travail comme ouvrier, dans le contrat de louage d'ouvrage. Eh bien, le salaire à la qualification personnelle, c'est le nouveau statut du producteur
à la hauteur de ce qu'est l'individu libre sur le marché comparé au serf. La bourgeoisie, elle a tâtonné, évidemment, dans le dépassement du servage, jusqu'à l'individu libre sur le marché. Eh bien, et donc le statut du producteur qui caractérise le capitalisme face à la féodalité dont c'est le servage, qui est le statut du producteur type, c'est l'individu libre sur le marché. Eh bien, le communisme, c'est le statut du producteur comme titulaire d'un salaire à la qualification personnelle. Alors, je rappelle cette histoire que j'ai déjà longuement traitée, puisque c'est au cœur de ce séminaire, sur le statut économique de la personne. Sorti de l'illisibilité des formes multiples de dépendance économique que le contrat de travail va unifier à l'échelle de la branche, parce que si les capitalistes devenus employeurs, ils sont impliqués dans un secteur de production, et ils vont donc devoir organiser les règles de la concurrence dans ce secteur, et donc la convention collective a pour but de réguler la concurrence intercapitaliste dans la branche. Bien, les travailleurs d'une même branche vont réunir dans un ensemble homogène des groupes sociaux totalement étrangers l'un à l'autre au siècle précédent. Les ouvriers, les employés, les collaborateurs, les ingénieurs, tout ce monde-là formait des groupes sociaux totalement étrangers l'un à l'autre qui vont s'unifier dans le statut de salariés au cours du XXe siècle. Les ouvriers, qui sont le fer de lance de la mobilisation dans la CGT, auront la grande intelligence politique de profiter de cette situation nouvelle où ils sont, avec les employés, avec les ingénieurs, sous la dépendance économique d'un même employeur, un capitaliste qui enfin est imposé de s'exposer comme exploiteur, alors qu'en général, il tente en permanence d'échapper à cette exposition. Le capitalisme n'existe que caché, bien sûr, comme dit la famille qui possède Auchan, la famille Muliez. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. C'est leur devise. Évidemment, qui ne sont jamais en avant. Le capital, il n'existe que caché. Prenez la bourgeoisie capitaliste de Lyon, les murs derrière lesquels se passent leurs palais sont absolument lépreux. Il n'y a pas aucune ostentation. Donc les ouvriers vont avoir la grande intelligence politique de profiter de cette situation nouvelle pour faire alliance avec les employés et les ingénieurs. Il n'est pas du tout anodin que ce soit le mot « salarié » qui se soit progressivement imposé pour désigner l'ensemble unifié de ces groupes. Le salaire va en effet mobiliser jusqu'à les désigner les travailleurs passant contrat de travail et s'instituer contre la rémunération capitaliste que Marx avait justement définie comme le prix de la force de travail correspondant au travail nécessaire à la satisfaction des besoins dont est porteur l'ouvrier et l'indépendant pour être en mesure de produire l'ouvrage ou ce qu'il vend sur le marché des biens et services. Donc la rémunération capitaliste, c'est la satisfaction des besoins dont on est porteur pour produire tel acte, pour produire tel ouvrage, tel bien et service, aussi bien est-ce ce que les donneurs d'ordre, des marchandeurs ou les partenaires capitalistes du travailleur indépendant laissent aux travailleurs. Et ce qu'ils laissent aujourd'hui à tous ceux que la contre-révolution capitaliste du travail, que j'expose dans le 2e chapitre de Vaincre Macron, a fait retourner à l'indépendance ou au contrat à la tâche pour des sous-traitants. Les contrats de mission, les contrats de projet, les CDD sur telle ou telle mission, on est revenu entièrement au contrat à la tâche pour des sous-traitants qui était le propre du contrat de louage d'ouvrage. Et le travail indépendant sur les plateformes collaboratives qui était aussi le propre de la mise au travail au XIXe siècle. C'est précisément contre cette rémunération capitaliste que le salaire s'est institué
sur pression de la CGT et singulièrement des communistes de la CGT dans les 7 premières décennies du XXe siècle. Évidemment, je le répète, le mot salaire existe au XIXe siècle, il est utilisé dans des textes académiques, mais le salaire n'est pas institué. Et il va l'être selon 2 dimensions majeures. D'une part, et il y aura ensuite un d'autre part, d'une part, dans les entreprises capitalistes, le salaire va reconnaître non pas les besoins dont est porteur le travailleur, le prix de sa force de travail, mais la qualification du poste qu'il occupe. C'est un changement majeur qui se construit avec les conventions collectives. En 19, elles ne concernent que les employeurs signataires, mais en 37, elles sont étendues à tous les employeurs de la branche. C'est ce qu'on appelle l'extension des conventions collectives, donc l'obligation pour tous les employeurs signataires ou non de la respecter. Et la loi de 1950 sera la matrice d'une considérable mobilisation syndicale pendant une trentaine d'années pour qualifier les postes de travail, c'est-à-dire estimer leur contribution à la production de valeur économique, les classer par niveau de qualification, niveau de contribution donc, et affecter à chaque niveau un montant minimum de salaire s'imposant à l'employeur. Donc là, nous sommes avec l'invention du salaire à la qualification du poste. L'enjeu de classe d'une telle invention du salaire contre la rémunération capitaliste fondée sur les besoins à satisfaire pour une tâche donnée se mesure à l'acharnement contre lui de la bourgeoisie capitaliste. À peine les occupations d'usines ont-elles imposé l'extension des conventions collectives, en 1937 donc, que le gouvernement de Front Populaire les interdit. C'est pour ça qu'on nous raconte que c'est le gouvernement de Front Populaire qui a tout fait, vous comprenez ? Il n'a rien fait, c'était un obstacle. Un obstacle à la mobilisation des occupations d'usines. Les congés payés, tout ça, c'est pour Front Populaire qu'on le doit. Hein. C'est aux salariés mobilisés dans les occupations et qui aboutit aux accords Matignon imposés au patronat et au gouvernement de Front Populaire. Et la loi de 1937 qui étend les conventions collectives, c'est une résultante de cette conquête que le gouvernement de Front Populaire va éliminer dès que possible. Il n'y a pas de bon gouvernement. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Il n'y a que des travailleurs déterminés à être maîtres de leur travail. Donc, dès 1938, Daladier, qui préside le gouvernement de Front Populaire, prend prétexte de l'état de guerre pour interdire la négociation collective des qualifications. Interdiction qui sera évidemment maintenue par Vichy et qui constituera une des principales armes des gouvernements de la Libération contre la pression populaire pour la hausse des salaires, dans un contexte de hausse des prix lié à la pénurie organisée par le patronat. En 1945, le patronat organise la hausse des prix. Ce patronat que l'histoire officielle prétend affaibli du fait de sa collaboration, afin de présenter les conquêtes de la Libération comme le fruit des fameuses circonstances exceptionnelles. Quant à la contre-révolution capitaliste du travail, telle qu'elle est menée depuis les années 80, toujours comme preuve de l'acharnement de la classe dirigeante contre le salaire à la qualification, fût-elle du poste. Bien, cette contre-révolution capitaliste, elle fait l'emphase sur le SMIC. On est embauché au SMIC, qui précisément n'est pas un salaire, puisqu'il nie toute qualification, et qu'il a été construit comme SMIG à partir d'un panier de consommation en 1950 pour construire le salaire minimum interprofessionnel garanti, devenu de croissance depuis 1968. On a pris un panier de consommation type et on a dit voilà, oui, nous sommes dans la rémunération capitaliste. Voilà les besoins qu'il faut satisfaire. Ce mépris anthropologique qui fait de nous des êtres de besoin et non pas des créateurs, producteurs de la valeur. Ben vous avez aujourd'hui une emphase sur le SMIC qui est incroyable. Et dans la même dynamique contre-révolutionnaire, elle remplace le salaire à la qualification par la rémunération à la tâche des CDD conclus pour des objectifs précis, des contrats de chantier ou de mission. Qu'est-ce qu'a d'anticapitaliste le salaire
tel qu'il s'institue dans la convention collective. Et qu'est-ce que va avoir de communiste l'étape suivante, mais qui est une étape déjà là, hein. Alors, l'étape anticapitaliste de la convention collective. Alors que la rémunération capitaliste donc reconnaît les besoins liés à l'exercice d'un travail concret, que ce soit un travailleur indépendant ou un travailleur ouvrier, hein, qu'importe. Tout l'effort révolutionnaire va être de dénouer le lien entre travail concret et rémunération. Je ne suis pas payé à la mesure de mon travail concret. Parce que si c'est ça qui fonde mon salaire, je n'en ferai jamais assez. Et donc, toute la force, toute la mobilisation du mouvement ouvrier, ça va être de récuser d'être payé à la mesure de ce que l'on fait. De concret, à la mesure de travail concret. Et de fonder le salaire sur l'abstraction d'une qualification, sur le travail abstrait, au HQ, indice 627, etc. Ce qui désigne une qualification, il n'y a rien de concret dans cette affaire. Qui pose le travailleur non pas comme un être de besoin, mais comme un producteur de valeur. Et une production de valeur qui n'est pas mesurée par le travail concret, par la tâche. Les travailleurs sont les seuls producteurs de la valeur, rappelle la CGT, à longueur de tracts et de formation syndicale dans les années 50. Dans son combat pour poser les travailleurs comme les seuls légitimes pour décider de la valeur. J'avais une phrase qui revient tout le temps. Moi, je me souviens, j'étais gamin, je l'ai vu à la télé. Il y avait une émission qui s'appelait je ne sais plus quoi, enfin, qui est une confrontation entre un leader syndical et un ministre. Bon. Et Segui, qui venait d'être, c'était en 68, je suppose, est confronté au ministre du Travail de l'époque, et chacun faisait un film. Donc Segui fait son film, et l'autre fait son film, et puis ensuite il y a un débat. Bon. Et le film de Segui, je me souviens très bien, il est terminé par des grands coups de tambour, là, comme ça, et puis un bandeau, que je ne me trompe pas, les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs, alors que les travailleurs peuvent se passer des capitalistes. Bon, c'est très populaire, c'est très simple, c'est en permanence rappelé. C'est comme cela qu'on forge politiquement une conscience de classe et surtout d'une capacité de gérer l'économie, qui est la seule fondatrice d'une conscience de classe, bien sûr. La protestation ne construit rien, évidemment. Et les manifestations de rue non plus. Ce n'est pas là que ça se passe. Toutefois, et c'est là que la CGT va avoir la sagesse d'aller plus loin et de commencer cette fois-ci à instituer un statut communiste du producteur, pas simplement anticapitaliste. En faisant du poste de travail, donc des capitalistes qui en ont dont les capitalistes ont la maîtrise absolue, en faisant du poste de travail le support de la convention et de la qualification, la convention collective n'est qu'une victoire à demi. Et les révolutionnaires vont s'employer à détacher le salaire du poste pour le lier à la personne même du travailleur. Ce travailleur qui va devenir, au sens propre, un salarié. Un salarié, il n'est pas défini par son contrat de travail et par un emploi. C'est un salarié défini par un salaire. C'est pour ça que ce n'est pas du tout anodin que, en français en tout cas, les travailleurs soient désignés comme salariés. Il y a assez peu de langues d'ailleurs où c'est le mot... Essayez de traduire dans une autre langue le mot salarié, vous aurez du mal. En tout cas, en anglais, c'est intraduisible. Vous aurez wage earner, vous aurez des machins comme ça, mais qui n'ont pas du tout la signification de salarié comme terme emblématique des travailleurs. Le salaire ainsi attaché à la personne est au fondement du statut communiste du travailleur, en opposition à son statut capitaliste qui est fondé, lui, sur le marché, qu'il soit des biens ou du travail.
L'attachement de la qualification à la personne, ben c'est quoi? C'est des choses qui se passent en 1946, hein, sous l'impulsion du mouvement communiste et des ministres communistes. Le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, le régime des électriciens et gaziers. Alors, reprenons ça brièvement, hein, mais nous l'avons déjà vu. Les fonctionnaires d'État sont libérés du marché du travail par la loi Thorez d'octobre 1946 parce que c'est leur grade, un attribut de leur personne qui est payé et non pas leur poste. Le statut des salariés d'EDF, GDF, tel que Marcel Paul le met en place en juin 1946, relève de la même logique. Et dans le régime général, tel qu'Ambroise Croizat le crée en 1946, les parents sont payés, les retraités sont payés. Et donc, là encore, c'est la personne qui est titulaire du salaire et non pas le poste. Comment faire pour que toute personne, à compter de sa majorité, soit titulaire d'un salaire à la qualification qui ne peut ni être supprimé, ni baissé, parce qu'il est lié à la personne même, et non pas à un emploi, un temps de formation, que sais-je encore? Comment donc faire du salaire un droit politique, comme le droit de vote? Voilà, un agenda communiste, qui d'ailleurs nous mettra dans l'action offensive sur notre terrain pour nous sortir des luttes défensives menées en réponse à l'agenda décidé par nos adversaires. Exemple brûlant, si, en réponse à la mise en cause du statut des cheminots, nous engageons une grande bataille pour que tous les salariés aient un salaire à la qualification liée à leur personne et non pas à leur poste de travail. Nous sortons de la défensive. Nous imposons notre agenda. Autre exemple de l'actualité du statut communiste de salarié. Les technologies numériques sont utilisées par la bourgeoisie capitaliste pour revenir au XIXe siècle en matière de statut du travailleur. Le travail indépendant et la sous-traitance. Avec Uber, nous retournons à la fin du XIXe siècle. Hein. Avant l'institution de l'emploi, nous sommes dans l'infra-emploi. Question, l'emploi, réponse construite alors par la CGT, hein, à la sous-traitance, au contrat de louage d'ouvrage, à l'indépendance, la CGT répond emploi. Et j'ai montré comment c'est une conquête. Est-ce que l'emploi, réponse construite alors par la CGT pour s'opposer à l'exploitation, peut être à nouveau la réponse au retour aux formes les plus traditionnelles de l'exploitation capitaliste? Est-ce qu'il faut que Uber devienne l'employeur des chauffeurs? Certes, en défense, chaque fois qu'une situation de fausse indépendance peut être requalifiée en emploi, comme on dit en termes juridiques, c'est un progrès ponctuel pour les travailleurs concernés. Quand un salarié d'un chantier de Bouygues qui est auto-entrepreneur peut montrer que, oui, il est auto-entrepreneur, mais en réalité, il est sous la dépendance économique de Bouygues, et faire requalifier en emploi sa situation, c'est un progrès, bien sûr, individuel pour cette personne. Mais ces droits de l'emploi, attachés à un poste de travail ou à une mission totalement dépendant du capital, seront grignotés à la première occasion. Alors qu'avec la fonction publique, ou le maintien du salaire dans la pension de retraite, la CGT a déjà dépassé l'emploi. Quelles que soient les vertus anticapitalistes sur lesquelles j'ai insisté, de l'emploi, c'est-à-dire, soyons précis, l'attachement des droits à un poste de travail ou à une mission, à propriété de l'outil de travail inchangé, donc rester capitaliste, l'emploi n'est pas l'institution adéquate à une mobilisation communiste. Le plein emploi ne peut pas être un mot d'ordre à la hauteur du déjà-là communiste tel que nous l'avons construit. C'est au salaire attaché à leur personne qu'ont droit les chauffeurs Uber ou les paysans FNSEA. C'est à la personne, non pas à l'emploi, à la réussite marchande ou à la mission, que le communisme attache le salaire, et aussi, c'est décisif, j'y viendrai au point suivant, la propriété de l'outil. Sans surprise, ici encore, mes contradicteurs sont dans leur rôle, à savoir écrire le récit de l'absence d'institutions révolutionnaires, l'absence d'un déjà-là communiste porté par une classe pour soi.
Ils sont donc dans leur rôle d'écrire le récit dont la bourgeoisie a besoin, tout en étant des militants anticapitalistes qui, le dimanche, sont solidaires de victimes. Enfin, ras-le-bol. Hein. Ils sont dans leur rôle en moquant mon analyse du salaire à vie. Dans un texte collectif publié dans l'Humanité du 12 mars 2018, Haribey et Husson sont rejoints par Pierre Calfa, qui avait déjà contesté l'existence d'un salaire à la qualification personnelle dans un article de la revue de Attaque, Les Possibles. Husson, qu'est-ce qu'écrit Husson ? Friot a poussé jusqu'à l'absurde son programme de recherche sur la cotisation parce qu'il en avait besoin pour construire son concept de salaire à vie. Boritz, la retraite n'est pas un salaire. Prétendre qu'un tiers de la population majeure est entrée dans le salaire à vie relève de la supercherie. Le salaire à vie n'existe pas en France. Je cite. Le texte collectif là, qu'on fait paraître dans l'UMA, Haribey, Husson, Calfa, enfin bref, la crème des économistes atterrés. Le modèle du salaire à vie, c'est la renonciation du droit à l'emploi pour toutes et tous. Donc je renonce à me battre pour que chacun puisse travailler. On va à un salaire, on n'a plus besoin de se battre sur la question du travail. Alors que la question du travail est au cœur de ma problématique, au contraire. Haribey, la thèse du salaire à vie s'écroule car son lien avec les prétendues productions et qualifications de la personne est rompu dès lors qu'il est attribué à 18 ans avant tout acte productif ou qu'une personne âgée en perte d'autonomie continue à le percevoir. Je précise tout d'abord que l'expression « salaire à vie » n'est pas de moi. Je parle de salaire à la qualification personnelle. Mais c'est comme salaire à vie qu'il rencontre une réelle adhésion. Je le constate. Et comme il n'y a pas de mobilisation sans désir, je l'assume, y compris dans son approximation. Benoît Boritz ou Pierre Calfa ne m'apprennent rien lorsqu'ils m'objectent qu'un fonctionnaire à mi-temps n'est payé qu'à mi-temps. Donc ce n'est pas sa personne qui est payée. Ou qu'il n'est plus payé s'il démissionne. Ben oui, ils ne m'apprennent rien. Et donc ce n'est pas sa personne qui est payée. Et alors ? Est-ce que ça invalide la mise en évidence du statut du sceau émancipateur qu'opère le fait que la qualification passe du poste à la personne? Je sais, comme Boritz, que les allocations familiales sont liées à l'âge des enfants. Et donc, on n'y a plus droit quand les gamins ont 21 ans. Donc, ce n'est pas attaché à la personne des parents, mais au fait qu'ils sont parents. Ben oui, ok, mais il ne prend rien. Mais c'est des objections à la con. Et donc, lorsque la loi Croizat d'août 1946 a fait d'elle, les allocations familiales, l'équivalent d'un salaire d'ouvrier de la métallurgie, les parents n'avaient pas ce salaire pour la vie. Mais est-ce que ça invalide la portée émancipatrice de l'attribution aux parents d'un salaire par Croizat, et non pas, comme avec la CSG par Rocard, d'une prestation de solidarité? Les défaites répétées sur la CSG depuis 1990 jusqu'à la CSG Macron pour le chômage, hein. Mais vous avez eu la CSG Jospin pour la santé, la CSG Simone Veil pour la vieillesse, et puis donc la CSG allocation familiale pour Rocard. Les défaites répétées, toutes offensives, hein, de la contre-révolution capitaliste qui ont été sanctionnées par un échec des opposants. Les défaites répétées sur la CSG depuis 1990 ne viennent-elles pas du fait que les opposants, conseillés par mes contradicteurs, quand on sait le poids des économistes atterrés dans l'outillage intellectuel des syndicats et des partis de gauche, les opposants ne se sont pas battus pour le droit au salaire en dehors de l'emploi, confondant droit au salaire et droit à ressources, du fait de la sous-estimation du caractère révolutionnaire du salaire. Pire, Haribey ne manque jamais une occasion de dire contre moi que la pension doit être un droit à ressources et non pas un droit au salaire,
au nom de, je cite, la portée anthropologique de la solidarité intergénérationnelle. Une thèse dont je vais montrer le rôle dans nos défaites depuis 30 ans en matière de retraite. Car l'obstination à minimiser la portée de la différence entre la qualification du poste dans l'emploi et la qualification de la personne dans la fonction publique ou la retraite du régime général, cette minimisation, cette obstination à minimiser, parce qu'en fait, ça fait depuis 20 ans que je leur mets sous le nez le truc, ils s'obstinent à ne pas le voir, et même à moquer mes thèses, parce qu'encore une fois, ils ne prennent pas la peine même d'être sérieux dans leurs objections, sauf quelques-uns. Conduit mes contradicteurs à m'attribuer des positions absurdes, ce qui est secondaire, mais surtout à défendre des positions d'une grande irresponsabilité dans la lutte de classe actuelle. Absurde d'abord. Il est totalement absurde de me poser comme hostile à la lutte pour les services publics. Je serais, paraît-il, hostile à la lutte pour les services publics. Ou pour l'accès à l'emploi, pour tous. Alors que ce que je conteste, c'est les luttes pour le service public qui ne mettent pas en avant la généralisation à tous les travailleurs de la qualification, du salaire à la qualification personnelle sur le modèle de la fonction publique. On ne peut pas se battre pour le service public de la Poste et se battre pour la généralisation du statut des postiers. Se battre pour le service public de l'éducation nationale, c'est se battre pour la généralisation du statut des enseignants. Sinon, ce sont des batailles défensives. On est à l'offensive quand on se bat pour que tous les travailleurs, et pas simplement les travailleurs de service public, aient un salaire lié à la qualification personnelle. Mais encore faut-il voir que ce salaire est une nouveauté. Si on dit « oh bon non », oh non, de toute façon, c'est des staliniens qui ont acquis ça, donc c'était pas bon. Hein. Vous savez, quand tout ça est écrit par de l'ultra-gauche, ça donne des trucs. Pour la bourgeoisie, mais elle jouit. Ce que je dis là n'est pas du tout à la gloire du Parti communiste actuel, hein, qui n'en finit pas de mourir, le problème n'est pas là. Hein. Mais c'est de reconnaître la portée révolutionnaire des travailleurs organisés dans ce pays. Et d'arrêter de dire « c'était de la merde, c'était des staliniens ». Faut arrêter des conneries. Ce que je conteste donc, c'est que les luttes pour le service public ne mettent pas en avant la généralisation à tous les travailleurs du salaire à la qualification personnelle sur le modèle de la fonction publique. Ou je conteste des luttes contre le chômage ou contre les licenciements qui ne mettent pas en avant le maintien à 100% du salaire net pendant toute la durée de la perte d'emploi, c'est-à-dire le passage de la qualification du poste à la personne, que je sache. Et l'appropriation de l'outil de travail par les travailleurs, parce que la question de la propriété n'est jamais posée dans toutes ces revendications. Se battre pour que les chauffeurs Uber aient du travail. Et ben, je me bats pour que les chauffeurs Uber aient du travail, bien sûr. Je ne me bats pas pour que tout le monde ait un salaire et puis qu'avec ce salaire, je ne sais pas quoi, ils aillent sucrer des fraises en attendant Godot. C'est pas ça mon problème. Se battre pour que les chauffeurs Uber aient du travail, est-ce se battre pour qu'Uber devienne leur employeur et donc continue à les exploiter et les licencier à la première occasion? Ou, et ce que je conteste et ce qu'ils contestent, eux aussi, car précisément, ils ne veulent pas d'employeurs. Ou alors, est-ce se battre pour qu'ils aient un salaire à la qualification personnelle et qu'ils deviennent propriétaires d'une plateforme de données coopérative, ce que je préconise. Se battre pour que les salariés de Fessenheim aient du travail et se battre pour la poursuite du nucléaire civil, ou pour que, titulaires de leur salaire et donc libérés du chantage à l'emploi, ils puissent mettre leurs compétences au service de la mise en œuvre d'énergies alternatives. Avec le changement de la propriété des entreprises, ce que j'examine donc au point suivant, mais ce sera pour la dernière fois, le dernier séminaire, parce que là j'arrive au bout de mon heure. Avec donc le changement de la propriété des entreprises, qui est absolument décisif, que j'examinerai donc le 2 juillet, le salaire à la personne est la condition nécessaire pour que s'opère la gigantesque mutation écologique de notre appareil productif. Car tant que le salaire sera lié à l'emploi, les travailleurs se battront pour sa sauvegarde, y compris s'il est mortifère d'un point de vue écologique ou anthropologique. La proposition de salaire liée à la personne et non pas à l'emploi
est ainsi au fondement de notre survie sur la planète, contrairement à l'inadmissible accusation d'insouciance à ce propos que me fait Husson, alors que j'attends encore l'efficacité mobilisatrice de ses préconisations à lui. Car les mauvais procès que me font mes contradicteurs ne sont rien à côté de leur irresponsabilité. La bataille actuelle pour le statut des cheminots est centrale pour le devenir du droit au salaire. On peut craindre l'échec d'une lutte défensive faisant valoir que les cheminots ne sont pas aussi privilégiés qu'on croit, parce que ça voudrait dire que le statut n'est pas une grande avancée émancipatrice, ou qu'ils ont droit à un statut spécial parce qu'ils ont des missions et suggestions spéciales. Mais qui n'a pas aujourd'hui des missions ou suggestions spéciales ? Il s'agit plutôt de mener une action rassembleuse, fondée sur l'aspiration très partagée que cessent le gâchis et les souffrances du marché de l'emploi. Les cheminots anticipent ce qui devrait être la situation de tous. Il est inadmissible que les travailleurs soient soumis au chantage à l'emploi. Le salaire doit être affecté à la personne. Chacun doit être titulaire d'un salaire de 18 ans jusqu'à sa mort. Le salaire attaché à la personne permet de fédérer bien des luttes actuelles autour de celles des cheminots et des fonctionnaires. Entre autres, pour la sécurité sociale professionnelle de la CGT, maintien du salaire entre deux emplois jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi à salaire au moins égal. Pour la sortie des faux indépendants des griffes de l'ubérisation. Pour le droit aux études, à la formation continue pour tous, avec le salaire pour les étudiants. Je signale ce très important livre d'Aurélien Casta. Aurélien Casta, Un salaire étudiant, il est aussi en vente à la sortie. C'est un livre d'urgence dans la mobilisation actuelle contre les réformes à l'université, enfin contre la contre-révolution capitaliste qu'on appelle réforme. Et Aurélien sera interrogé par Judith Bernard dans Hors Série, cette chaîne numérique, mercredi prochain. Ça fédère aussi les luttes, évidemment, pour la mutation de l'appareil productif à des fins écologiques, acceptées par des travailleurs dont le salaire ne sera pas attaché à leur emploi, mais à leur personne. Je viens de le dire. Les luttes pour la promotion de paysans et d'artisans libérés pour leur rémunération de l'aléa de leur chiffre d'affaires. Parce que tout en continuant à vendre leurs produits ou leurs services, ils percevront un salaire à la qualification. Les luttes pour un régime unifié de retraite, assurant 100% du meilleur salaire net à tous. Il faut unifier le régime de retraite, évidemment, mais pas autour des comptes à la Macron. Il est irresponsable de faire de la pension un droit à ressources au nom de la solidarité intergénérationnelle et non pas un droit au salaire. Je ne reviens pas ici donc sur les développements que je consacre à ce point crucial dans les 2 premiers chapitres de Vaincre Macron et que j'ai déjà dit dans le séminaire. Je rappelle simplement les termes du débat. La forme capitaliste de la pension de retraite en fait le différé de cotisation de carrière. C'est l'Agirc-Arrco avec une pension calculée en fonction de la somme des cotisations de la carrière consignées dans un compte. Dans cette logique, le retraité n'a pas droit à du salaire, il est considéré comme non productif et donc habilité à dépenser le différé de ses cotisations. Il a mis une partie de son salaire au pot commun quand il était productif. Il doit pouvoir compter sur la solidarité des actifs à la mesure de celle dont il a fait preuve. Le droit à ressources au nom de la solidarité intergénérationnelle est au cœur de la contre-révolution regardienne des retraites et trouve son aboutissement dans la proposition de Macron d'unifier les régimes de retraite autour de l'Agirc-Arrco, chacun ayant un compte de ses cotisations de carrière. Car c'est contre ce « nous avons cotisé, nous avons droit » de la solidarité intergénérationnelle que les révolutionnaires de 1946 ont créé le régime général et celui des électriciens gaziers, en s'inspirant du régime des fonctionnaires. Il s'agit d'attribuer aux retraités la poursuite de leur salaire, en leur garantissant un taux de remplacement d'un salaire de référence. Le salaire de la pension participe de la déconnexion communiste entre salaire et emploi et tend vers l'objectif d'attribuer à vie aux retraités la qualification de son meilleur emploi. Avant la contre-révolution regardienne, je rappelle que cette logique du salaire continué représentait les 3/4 des pensions. Donc je ne suis pas une espèce de rêve, je constate le communisme déjà là, le statut communiste du producteur déjà là, pour que nous puissions trouver les mots d'ordre simples
qui rend désirable sa généralisation. La généralisation du salaire à la qualification personnelle dans un salaire à vie institué comme droit politique de la personne poursuit le long mouvement d'abstraction du salaire de la mesure de ce que la personne est en train de faire. Il s'agit d'abstraire le salaire de la mesure de ce qu'on est en train de faire pour l'attacher à la qualification dont elle est porteuse, étant entendu que la qualification atteste non de la capacité à produire des valeurs d'usage, mais de la contribution à produire de la valeur économique. Aucun adulte ne doit être exclu de la reconnaissance de sa contribution à la production de valeur, et cette reconnaissance doit s'exprimer dans un droit à la qualification et donc dans un salaire à vie à compter de sa majorité politique. Les minima sociaux sont supprimés, chaque personne est dotée à 18 ans du premier niveau de qualification et donc du salaire qui lui est lié et peut progresser en salaire tout au long de sa vie par des épreuves de qualification, le niveau de qualification atteint ne pouvant pas être mis en cause ultérieurement. Bon, j'en reste là. Les 3 autres points, ce sera pour la dernière séance du séminaire. Mais je vous enverrai, dès qu'il sera écrit, ce texte en réponse à mes contradicteurs. Alors, comme d'habitude, on va avoir 3 quarts d'heure à peu près pour échanger. Donc si vous avez des questions, des remarques, ou alors si vous êtes l'un des auteurs de la tribune dans l'UMA, c'est le moment de vous exprimer. Je vais prendre les tours de parole. C'est à vous. Vas-y. J'ai lu aussi ces espèces de textes critiques qui n'appartiennent à aucune espèce académique. Ce n'est pas vraiment du point de vue critique. Je ne sais pas, c'est vraiment des trucs journalistiques. Mais moi, je voudrais revenir sur le problème du communisme, le sens que vous accordez au communisme. Je connais aussi le passage de l'idéologie allemande. Et je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, je me rappelle du fait que Lénine s'est posé une question à la veille de la Révolution. Si les classes ouvrières, les travailleurs, par leur combat, viseraient le socialisme, alors à quoi servirait le Parti communiste? Et il était arrivé à la conclusion que le mouvement ouvrier, anticapitaliste qu'il soit, ne saurait pas être socialiste, et notamment communiste. Parce que le mouvement ouvrier s'arrête au syndicalisme et à des revendications de protection sociale. Et dans ce sens-là, déjà là qui existe, les institutions conquises par les classes ouvrières me semblent ne pas pouvoir être traitées justement de communisme. Voilà. Je pense qu'il manque quelque chose pour qu'on puisse encore parler du communisme. Je n'ai pas trop été convaincu par la distinction que vous faites entre l'anticapitalisme et le communisme comme étant le anticapitalisme plus quelque chose de positif. Anticapitalisme plus quelque chose de positif peut être l'anarchisme de gauche, tout ce que vous voulez, c'est pas forcément spécifiable comme communisme. Et après, c'est une question qui me hante depuis un bout de temps, parce que là où je vous considère un marxiste, moi, c'est parce que vous mettez dans l'évidence la dialectique du salaire. Et je me demandais si vous pouvez revenir un peu ici, peut-être valider mon intuition. C'est que dans le salaire, dans la condition du salariat, qui est la tare absolue du capitalisme, on trouve aussi la prémisse du passage dialectique dans son contraire. C'est au sein du salariat lui-même, de l'institution du salaire capitaliste lui-même, qu'on trouve voilà, les prémices du développement d'un salaire anticapitaliste que vous voulez appeler communiste.
Oui, mais alors, donc l'intervenant, c'est la personne dont j'ai envoyé à tout le monde une réaction qu'il avait eue au dernier séminaire. Merci beaucoup de ces réactions. N'hésitez pas à en faire, à m'écrire, etc. Je ferai circuler éventuellement si ça peut alimenter le débat commun. Moi, je tâtonne. Mon côté affirmatif, tel que j'ai pu le paraître ce soir, c'est parce que ça tient encore une fois, à ma tristesse devant notre échec et au retour permanent de l'échec, ce qui est quand même très, très mortifère. Et un échec que j'attribue à l'absence d'alternative, qui fait que, comme nous nous heurtons à une population qui est à la fois exaspérée et fataliste, si nous ne répondons pas à cette exaspération et à ce fatalisme par une alternative qui suscite du désir et qui soit considérée comme crédible parce que fondée sur un déjà là, nous sommes dans la défensive, dans l'impuissance, enfin, etc., etc. Et effectivement, dans Vaincre Macron, je vais plus loin que dans mes travaux antérieurs, en qualifiant de communiste ce déjà-là, que je qualifiais jusqu'ici de salarial. Et puis j'introduis cette distinction entre anticommuniste, très bien, oui, entre anticapitaliste et communiste, qui vous interroge. Qui est peut-être plus intuitive que construite. Tout ça, ce séminaire-là, l'intérêt de ce séminaire, c'est que, fois j'y vais, je m'expose, j'essaye d'être cohérent, mais je dis, et puis des fois en disant qu'on s'aperçoit qu'on se trompe, etc. Donc, évidemment, prenez pas ça comme parole d'évangile, j'espère, en tout cas, que vous savez prendre tout ça avec l'humour qu'il faut. Ce que j'observe, c'est que vous voulez à tout prix être communiste, vous inscrire dans la tradition communiste, et les autres veulent à tout prix que vous ne soyez pas communiste. Voilà, on vous conteste cela. Et je trouve que c'est un peu stérile. Et que, on pourrait se dire, ok, je ne suis pas communiste, peut-être que vous entendez, tant pis, avançons un peu. Non, moi, j'ai pas répondu au fait qu'il me considère pas comme communiste. J'ai répondu au fait qu'il considère qu'il n'y a pas de communisme déjà là. Donc, c'est quand même votre objection à vous. Votre objection à vous, c'est qu'il n'y a pas de communisme déjà là. Je n'arrive pas à lire comme communiste le produit d'une action syndicale, parce que le syndicat est une organisation limitée dans ses objectifs. Certes, il y a la double besogne de la rappelez-moi le nom, de la charte d'Amiens, la double besogne que se donne la CGT, qui est à la fois de défendre les intérêts des travailleurs, et donc vous dites, dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de communisme, mais la deuxième besogne, c'est de changer la société. Donc il y a quand même, dans la CGT, un objectif de changer la société. Ensuite, est-ce que le changement de la société doit venir d'une organisation syndicale qui vaut pour tout, avec un appendice politique, comme dans la social-démocratie, où le syndicat finance le parti, les principaux députés sont des responsables syndicaux, enfin, etc. La tradition anglaise, disons, de lien organique entre le syndicat et le parti, avec une domination institutionnelle du syndicat sur le parti. Est-ce que, comme en France, dans la tradition française, il y a une méfiance respective du syndicat et des partis, et en tout cas une autonomie des deux organisations? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'action politique que l'action syndicale ne peut pas avoir? Là, vous me prenez sur un terrain où je suis fin nul et où donc je ne peux pas vous répondre. Moi, de fait, donc je reçois votre objection, il faut la partager, en discuter entre nous. Je suis pas spécialiste de sciences politiques, je suis pas. Mais vous allez me dire, bah oui, mais si vous n'êtes pas spécialiste, pourquoi vous dites que c'est communiste alors? Bah oui, d'accord.
Je force le trait parce que ça m'aide à penser. Et puis parce que l'arbre se juge à ses fruits. Hein. Moi, ce que je constate, c'est... Quand j'ai fait en gros mon coming out, quand je dis communiste, je fais mon coming out, d'accord. Jusqu'ici, j'étais dans l'euphémisme salarial, ça dérange personne, d'accord. Un communiste, merde, un communiste, bon. Finalement, ça suscite de l'intérêt, je dois dire. Surtout que des gens de mon âge, on a été tellement abreuvés de l'échec soviétique qu'on est toujours dans l'autocensure vis-à-vis du mot communiste, parce qu'on craint que ça fasse fuir, enfin, etc., etc. Et puis je m'aperçois que non, ça ne fait pas fuir. Au contraire, c'est même plutôt mobilisateur, parce que hier, au débat après Amargy, donc cette pièce absolument magnifique, c'est une comédie politique. Ils ont appelé ça anti-tragédie, mais c'est un peu dommage, je trouve. Allez-y comme vous allez à une comédie, ouais, c'est vraiment très bien. Dans le débat, vous avez deux actes qui racontent un peu l'histoire de la dette, etc., de l'endettement, du fait qu'on ne peut travailler qu'en s'endettant, enfin, etc., etc. Et puis un troisième acte qui est construit à partir d'Émanciper le travail, mon dernier bouquin, l'avant-dernier, quoi, et qui montre comment on sort de la dette. Bon. Et je dis dans le débat, le troisième acte, il est 3 siècles après les 2 précédents. Et quelqu'un me dit, donc on est à mi-chemin, puisque depuis 150 ans, on a déjà commencé à construire le communisme. Donc finalement, il n'y a plus que la moitié du chemin à faire. C'est quand même plutôt mobilisateur, à mon sens, hein, de montrer qu'il y a un déjà là, et de désigner ce déjà là comme... non pas comme quelque chose qui s'inscrit comme un appendice du capital, ce que disent mes confrères, hein, mais quelque chose qui est clairement une alternative au capitalisme. L'alternative au capitalisme, c'est un statut du producteur alternatif à l'individu sur le marché. Or, la façon concrète, le communisme c'est concret, la façon concrète qu'on a mis en place pour sortir l'individu du marché, c'est d'attacher le salaire à sa personne. Donc moi je trouve que c'est ça. C'est quoi le communisme si c'est pas ça? Il faut encore un truc en plus. À chacun selon ses besoins. Non. C'est parti de la représentation acceptée, très commune, du communisme, la célèbre différence entre socialisme et communisme. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord que heureusement, on a très peu de choses à se mettre sous la dent chez Marx. Marx ne cause jamais du communisme, ça ne l'intéresse pas. Il parle du capitalisme, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'est pas mobilisé, sauf quand il parle du communisme, c'est sous des formes soit alors très, très allusives, soit donc dans cette formulation que je reprends à mon compte là, du mouvement réel donc qu'on observe empiriquement dans une société donnée. Dans toute société capitaliste, il y a du déjà là communiste en train de se construire. À chacun selon ses besoins, c'est pas ma définition du communisme, hein, ça c'est clair. Parce que je pense que nous sommes... disons que, mais encore une fois, chez Marx, on trouve très peu de définitions du communisme. Encore une fois, c'est pas son problème. Hein. Mais prenons à chacun selon ses besoins. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, enfin, etc., etc. Ce que je trouve de très fort chez Marx,
Mais ça, n'étant pas philosophe, j'ai pas pu élaborer les choses correctement, mais ça, dans un travail collectif, ça va venir un jour, avec l'Institut européen du salariat. C'est, comme le montre très bien Lucien Sèvres dans ses travaux sur qu'est-ce que la personne humaine, hein, ce qui est de très fondamental chez Marx, c'est qu'il définit la personne comme une conjonction de rapports sociaux. C'est des rapports sociaux qui définissent la personne. Il n'y a pas de définition ontologique de la personne, il n'y a pas de définition physiologique de la personne, enfin, etc., etc. Vous avez un petit bouquin de Lucien Sèvres que je vous conseille qui s'appelle « Qu'est-ce que la personne humaine ?» Vous avez aussi les 4 tomes de Pensée avec Marx. Là, vous avez 4000 pages, mais prenez les 100 pages de « Qu'est-ce que la personne humaine ?» Ce sera déjà très bien. Hein. Lucien Sèvres, « Qu'est-ce que la personne humaine ?» qui est paru il y a une quinzaine d'années. Qu'il avait rédigé quand il était membre du Conseil national d'éthique, hein, à propos de la question de l'avortement. Hein. Qu'est-ce que la personne humaine ? Bon. Qu'est-ce qu'on tue quand on tue est-ce qu'on tue une personne dans l'avortement, enfin, etc., etc. Les choses, c'était... Et les positions... était soit la personne elle se définit par un statut physiologique, donc on est une personne à partir je sais plus quoi de la 6e semaine ou je sais pas quoi, bon ou de la Xème semaine, ou bien il y avait la personne, c'est un absolu, hein, qui est intouchable. Bon. Et Marx nous aide à sortir de ces deux impasses, en posant la personne comme la somme des rapports sociaux qui la construisent. Et pour moi, le communisme, c'est une étape dans l'anthropologie qui n'est pas la fin de l'histoire, hein, parce que je ne crois pas du tout à la fin de la lutte de classe. Et il y a lutte de classe dans le communisme pour moi. C'est une étape dans laquelle la personne humaine s'enrichit de droits nouveaux qui sont précisément les droits au salaire et les droits à la qualification personnelle, donc, et les droits de propriété de l'outil. C'est-à-dire que les rapports de travail deviennent des éléments de la définition de la personne. Donc pour moi, le communisme, si je le cherche, c'est dans ce sens-là. Hein, et je définis donc la personne pas tant comme un être de besoin que comme l'être de besoin, c'est peut-être ce qui était possible de définir au XIXe siècle, mais il me semble qu'aujourd'hui, avec les conquêtes en termes de salaire et de propriété, on peut enrichir le concept de personne de la souveraineté sur la valeur comme élément de la personne humaine, la souveraineté sur la valeur, traduite empiriquement par le droit au salaire et le droit à la propriété de l'outil. Mais encore une fois, communiste anticapitaliste, oui, c'est venu comme ça sous ma plume. Hein. Il y a des fois des trucs qui viennent sous ma plume. Bon, il faut prendre... merci d'objecter. Hein. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le salaire à la qualification du poste, il ne nous sort pas du capitalisme parce que le support de la qualification, c'est une propriété du capital, de la classe de la bourgeoisie capitaliste, le poste. Bon. Alors que le salaire à la qualification personnelle, c'est une institution qui est alternative aux institutions capitalistes. Là, on est vraiment alors le mot positif vaut ce qu'il vaut, hein, on est vraiment on n'est pas simplement dans l'anti, on est dans un nouveau statut de la personne. Mais encore une fois, je balbutie dans tout ça. Hein. Je pense que ça peut se voir. Le problème, c'est juste de coller l'étiquette communisme. Ça peut susciter des réactions, comme la mienne par exemple, parce que votre terme n'est pas consonant vraiment avec la tradition. C'est pas la façon usuelle d'utiliser le terme communiste. Donc je peux comprendre D'accord. que les gens sont D'accord. surpris. On va continuer avec Sylvain, ensuite Madame, et puis Léo. Vas-y Sylvain.
la manif du 19 avril, il y a un manifestant qui m'a dit que c'est un site très pertinent. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Oui, alors, après la manif du 19 avril, il y avait un manifestant qui m'avait dit, à propos de réseau salariat, qu'il fallait prendre en compte le fait malheureusement, il faut quand même le prendre en compte, que le régime général de sécurité sociale, il a été construit dans des circonstances quand même assez... Enfin, non, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire grâce, si on peut dire, au colonialisme, le pillage du tiers-monde, après le néocolonialisme à la France-Afrique, etc. Et moi, malheureusement, je crois qu'il faut prendre en compte ça que en fait, que c'est... Enfin, je sais pas, il y a eu quand même... que malheureusement, les salariés de France, ont profité, malheureusement, de ça, quoi. Et ils en profitent toujours. Et là, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport à Thorez. Alors moi, je ne sais pas si c'est forcément bien de dire que, pour parler du statut de la fonction publique, de dire la loi Thorez. Parce que Maurice Thorez, c'est quand même quelqu'un de... le 8 mai 45, il y a ce que tout le monde sait, il y a la victoire contre le nazisme, mais il y a aussi le massacre de Sétif. qui a commencé à Sétif. Et il y avait le Parti communiste au gouvernement, c'était un gouvernement d'union nationale. Et il y a, là je vais en finir maintenant, il y avait aussi ce que Maurice Thorez avait dit aux mineurs en 1945, qui est quand même quelque chose d'assez choquant. On sait qu'il y en avait certains qui revenaient de camps de travail, camps de concentration, etc. Il fallait produire, il a dit ça aux mineurs, qu'il fallait produire pour justement faire pièce aux démagogues, enfin un truc vraiment. Et dans le statut des mineurs, si je ne me trompe pas, il y a des primes de rendement, ce qui est totalement, ce qui est vraiment capitaliste là, pour le coup. Voilà. Alors, le Sétif, c'est 45, c'est le 8 mai 45, c'est ça? Oui, tout à fait. Les communistes n'arrivent véritablement au gouvernement qu'en novembre 45. Hein. Il y a quelques... Je crois qu'il y en avait 2 en mai 45, sur des postes totalement mineurs. La responsabilité des communistes dans le gouvernement en 1945, elle est nulle. Leur capacité à peser sur les décisions dans ce gouvernement-là, de mai 1945, elle est nulle. Cela dit, je ne vais pas non plus faire l'éloge des pratiques coloniales du Parti communiste. Je ne les connais pas suffisamment. Je constate quand même que le journal qui était saisi à peu près tous les jours pendant la guerre d'Algérie, c'était l'Humanité. C'était ni Le Monde, ni je ne sais pas qui. Et s'il était saisi, c'est parce qu'il était porteur de fake news, d'accord. Mais qui est, encore une fois, dans mon champ, je constate la fécondité de la participation communiste au gouvernement, que le Parti communiste ait été entaché de fautes en matière coloniale, je n'en doute pas un instant, bien sûr, c'est pas... C'est vrai, mais ça n'invalide pas la totalité de son activité. Alors sur maintenant la loi Thorez d'octobre 46, que tu veux que je te dise, c'était une loi faite par un autre, non? Non, mais par exemple, les groupes de sécurité sociale, tu dis même pas loi, même si c'est une ordonnance, 3 ans. Et le problème, je sais pas, moi, c'est parce que Thorez, quand même, dans le Nimet, d'ailleurs, même dans le, pour la plupart des gens, c'est quand même pas. C'est un repoussoir quand même. Ah mais. Non mais. Mais c'est pas seulement pour la plupart des gens, même les gens de réseau salariat, je veux dire, c'est vrai pour tout le monde.
Sur la question de la bataille de la production, il faut lire ce que dit Annie Lacroix-Riz. Je pense que c'est un texte tout à fait important. Hein. Annie Lacroix-Riz, qui a donc fait un travail d'archives sur la CGT et le Parti communiste pendant la guerre et à la Libération, dont vous avez un extrait de la thèse qui a été publié aux éditions sociales dans les années 80 sur la CGT de la Libération de, je sais plus quoi, de 44 à 47, en tout cas ça s'appelle entre 44 et 47. Elle nous pose très bien, à mon avis, le problème. Hein, c'est que le patronat, je l'ai rappelé d'ailleurs dans le texte que j'ai lu là tout de suite dans le séminaire, le patronat organise la pénurie en 44-45, mais organise la pénurie. Et la bataille de la production, c'est une réponse absolument nécessaire. J'ai déjà fait allusion, je crois, ici au séminaire, hein, au film de Ken Loach, L'Esprit de 45. Le film de Ken Loach montre très bien comment le patronat anglais organise la pénurie pendant la présence des Tories au pouvoir, du Labour au pouvoir. Avec le calcul très simple, hein, que la hausse des prix qui s'ensuit va faire que les populations populaires vont se tourner contre le Labour. Et en France, vous avez exactement le même calcul. Donc il était absolument décisif que les communistes et la CGT engagent la bataille de la production. D'autant qu'ils l'ont engagée à une époque où le gouvernement interdisait toute négociation des salaires. Je rappelle que depuis 1938, il est interdit aux syndicats de négocier les salaires. C'est interdit. Parce que les conventions sont étendues. Et que nous avons là une conquête des travailleurs de 1937 qui est insupportable pour la classe dirigeante. Et donc, la négociation salariale est interdite. La Croix-Rise, il faut vraiment lire la Croix-Rise, ça met les pendules à l'heure quand même. C'est une historienne très controversée, précisément parce qu'elle ne raconte pas l'histoire officielle. Mais ça ne lui donne pas raison. C'est pas parce que vous êtes contre l'histoire officielle que vous avez raison, bien sûr. Hein, mais ça vaut quand même le coup d'aller voir ce qu'elle raconte. Le calcul qui consiste à organiser la pénurie dans une période d'interdiction de négociation des salaires, avec un gouvernement qui s'acharne à ce qu'il n'y ait pas de hausse des salaires. Ça entraîne une baisse, mais considérable, du pouvoir d'achat. Hein. Le pouvoir d'achat en 1947 est très inférieur au pouvoir d'achat de 1944. Il y a un enjeu, mais absolument majeur, de sortir les travailleurs de ce calcul de la classe dirigeante qui dit nous allons mettre les travailleurs dans une situation où ils vont se dresser contre leurs organisations représentatives, contre le Parti communiste et la CGT. Enfin quoi, vous n'êtes pas foutus en plus vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas foutus de nous mettre dans une situation meilleure qu'avant. Enfin c'est quoi ça? C'est d'abord contre ces organisations-là que la SFIO, le MRP, les gaullistes, le patronat attendent la réaction des travailleurs. Et c'est pour ça que moi je suis qu'il y ait eu... Mais oui, mais c'est tellement facile ensuite de faire la révolution à la place de ceux qui ont été confrontés à une situation révolutionnaire. Qu'il y ait eu des erreurs peut-être dans le, je sais pas quoi, moi, dans le désarmement des FTP, peut-être, c'est possible, moi je sais pas, que dans de fait à Marseille, les occupations d'usines étaient telles qu'il aurait été possible d'aller plus loin. Oui, que dans le Limousin, le communisme agricole était en train de se mettre en place. Oui, d'accord, oui.
qui ait eu des occasions manquées, sans doute. Hein. Moi, encore une fois, je ne connais pas tout le dossier par ailleurs, et je suis prêt à admettre, bien sûr. Moi, je ne fais pas une espèce d'éloge absurde d'une sainteté du Parti communiste, absolument pas. Mais ce contre quoi je m'insurge, c'est contre le dénigrement, au contraire systématique, dont ils sont l'objet. Parce que ça fait partie de l'histoire dont la bourgeoisie a absolument besoin. On va passer à l'intervention suivante. Ouais, ça fait plusieurs fois que ça me fait cet effet quand vous dites que l'idée vient toujours après le fait. Alors, quelle autre situation d'exemple auriez-vous? Moi, ce que je veux vous proposer, c'est effectivement, dans le cadre de la création artistique, l'analyse sur l'objet créé, effectivement, vient toujours après, ça c'est clair. Et par contre, il y a comme un artiste, par exemple, qui n'a pas de commentaire, est un artiste qui ne va pas... qui va mourir avec son acte, en fait, dont l'acte va disparaître. Et donc vous me donnez raison, là, jusqu'à présent. Exactement, mais maintenant, est-ce que c'est travailler pour le désir, justement, de comparer l'acte, par exemple, de M. Croizat ou d'autres personnes, on peut prendre M. Croizat comme figure, et lui donner une valeur qui est de l'ordre de la valeur de Picasso dessinant Guernica, sur lequel après on écrit des ouvrages et qui mettent en valeur effectivement l'acte, parce que Picasso ne pense pas Guernica, il dépose Guernica et après on en parle. Donc est-ce que c'est aller trop loin, ou est-ce qu'au contraire c'est un outil de mettre en place du désir là-dessus? Et est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire, alors pas dans l'artistique, mais dans l'histoire, de faits comme ça, où c'est après coup qu'on dit l'histoire? Alors moi j'ai un exemple à vous proposer, c'est la naissance du compagnonnage, typiquement en France, c'est quand même très très français comme histoire, où donc les compagnons mettent en place leur système de travail et de transmission des savoir-faire, puisque par définition, la cathédrale mettant 400 ans à se faire, il est indispensable de transmettre les plans. Ça ne peut pas se faire dans l'ordre d'une vie d'homme. Donc la mise en place de la transmission est indispensable. Or, après coup, je suppose, après coup, ils écrivent l'histoire d'Hicham, etc., qui garantit justement la pérennité et l'intelligence de la transmission. Ça se fait aussi après coup. Voilà. Oui, je pense que nos... Je sais pas, quand les exilés du Mayflower arrivent sur les côtes d'Amérique, voilà des calvinistes persécutés par les anglicans, et qui quittent l'Angleterre avant d'être pendus, je sais pas quoi. Bon, quand ils arrivent, c'est en Pennsylvanie, je sais plus trop où ça démarre. Bon, ils disent pas, nous sommes en train d'implanter le capitalisme. Hein. Ils disent, nous allons travailler pour la plus grande gloire de Dieu. C'est qu'après que l'on peut ensuite faire un travail d'élaboration sur les institutions qu'ils mettent en place, comme des institutions de type capitaliste qui vont se heurter aux institutions de type féodal de l'esclavagisme de Virginie. Et finalement, c'est le capitalisme qui va l'emporter sur la féodalité dans la guerre de sécession, enfin, etc., etc. C'est après qu'on fait tout ça, c'est pas pendant. Je pense que les pèlerins, voilà, je cherchais le mot, les pilgrims du Mayflower n'étaient pas là en disant nous avons un projet capitaliste. Pas du tout. Même que le mot leur écorchait la bouche en plus, sûrement.
Ils l'ont fait. Ils ne l'ont pas pensé. Mais si ces institutions nouvelles qui se mettent en place n'ont pas un jour les représentations correspondant à ce qu'elles sont, là, effectivement, elles vont pouvoir être submergées par l'existant majoritaire, etc. C'est pour ça que je suis tellement attaché à mettre le mot communiste sur ce qui se passe en 1946. Alors, on peut dire ensuite que cette représentation n'est pas opérante. Si elle n'est pas opérante, je verrai. Hein. Moi, encore une fois, mon truc, c'est pas la vérité contre l'erreur, c'est le récit contre le récit. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai contre l'erreur. J'ai pas cette prétention. En sciences sociales, c'est une prétention qu'on ne peut pas avoir. La question, c'est est-ce que, en faisant le postulat, c'est un postulat, qu'il y a une classe révolutionnaire, on produit un récit qui est plus fécond qu'en faisant le postulat qu'il n'y en a pas. C'est tout. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Il n'y a pas de vérité au sens science dure du terme en matière de vie des sociétés. On va prendre un dernier tour de parole avec Léo. Oui. Alors, j'ai constaté que dans les précédents ouvrages, l'enjeu du salaire et émanciper le travail, il y avait une critique qui avait disparu dans Vaincre Macron et dans les séminaires les plus récents. C'est la critique de la définition de la valeur comme temps socialement nécessaire pour produire les marchandises. Aujourd'hui, à un moment donné, tu as dit, bon, je ne restitue pas au mot près, hein, c'est mes notes. Donc le salaire attaché à la personne, c'est quelque chose de communiste qui fonde la définition de la valeur sur la personne, alors que dans le capitalisme, c'est fondé sur le marché. Donc j'aimerais bien savoir où tu en es dans cette réflexion sur la valeur et peut-être développer un peu cette phrase. Non, mais merci beaucoup. Si je ne dis rien, c'est que je suis très embarrassé. Hein. Donc rendez-vous dans le séminaire, on va dire 2025-2026, si vous voulez bien. Qui sera le séminaire qu'on va faire en commun avec un certain nombre de collègues avec lesquels on constitue un groupe de recherche, dont toi d'ailleurs, j'espère, sera sur le coup. Hein, je crois qu'on en a déjà parlé en tout cas, sur la valeur. Hein, là, c'est un terme qui est redoutable. Et donc je ne dis plus rien à ce propos-là, oui. Mais je dirai quelque chose. Si l'éducation populaire ne m'occupe plus tout mon temps comme elle le fait depuis quelques années, et si donc vous acceptez que je ne vienne plus aux invitations de débat et tout ça, et que j'ai le temps de réclusion nécessaire au travail de recherche. La valeur, oui, c'est une question redoutable à laquelle je n'ai pas pour le moment de réponse correcte. Donc je préfère m'abstenir sur cette question de la mesure par le temps de travail. Tout ça, je sais plus. Je sais plus que penser de tout ça. Je suis un peu perdu. Et donc, on va s'y attaquer à plusieurs, hein, à 4-5 là. Et rendez-vous dans 4-5 ans. Et si on est 6-7, rendez-vous dans 6-7 ans. Et si on est 20, rendez-vous dans 20 ans. Enfin bref, voilà. Bon. Ouais. Je rappelle que l'an prochain, c'est sur la retraite avec Nicolas Chalère, Gaël Coron et Lucia Probert. Là, l'équipe est constituée. Et que l'année d'après sera sur l'entreprise. Pour le moment, il y a Benoît Boritz et vous voyez, Benoît Boritz, la polémique n'empêche pas que nous fassions un travail commun. Donc c'est lui qui animera le séminaire dans 2 ans, avec aussi Daniel Bachet, pardon. Et puis peut-être, c'est off là ce truc-là. On en est où là en ce moment? C'est enregistré? Oui, c'est toujours enregistré. Ah bon, bah alors je ne sais pas qui donc pour la suite, parce qu'on n'a pas encore son accord, donc voilà. Mais on constitue l'équipe. Il y aura également, on est en train de constituer l'équipe sur le salaire et qualification, parce que le mot qualification, je l'ai employé énormément. Il faudrait maintenant faire un travail de séminaire sur une année, cette question-là. Patienter encore, ce sera pour, je pense, 2022-2023, celui-là.
mais nous avons l'éternité devant nous. Alors, comme tu as botté en touche, on peut prendre une dernière parole, 5 minutes. J'ai une question un peu plus ancrée dans la pratique de la lutte, on va dire. Vous mentionniez tout à l'heure l'économie numérique à raison et l'exploitation qui en est faite par les capitalistes pour mener une régression substantielle, on va dire. Pour info, je suis informaticien et je ne fais pas du tout le procès de diaboliser les numériques. En revanche, j'insiste sur le fait qu'un ordinateur, c'est con comme une fourchette, ça ne va que là où il manque d'aller. Et j'ai cette réflexion depuis un moment que ça serait sans doute, en tout cas, un outil pour organiser un potentiel révolutionnaire, en tout cas volontaire, collectif. J'ai cette expérience un peu vivante dans mon esprit qui est le phénomène de l'open source, qui d'une certaine manière est extrêmement séduisante en termes de participatif et terrifiante en termes de pratique, en termes de valeur. Et je suis très ambivalent par rapport à ça. En tant qu'auteur, c'est ça en psychologie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un terrain de réflexion là-dessus, de mise en place d'outils qui soient collectivement organisés pour une répartition, etc. Alors, oui, merci de la suggestion, hein. Alors, la sociologie du travail multiplie les travaux de recherche là-dessus, hein. Je suis abonné à la liste des enseignants du supérieur en sociologie. Il n'y a pas de jour où on ait des appels d'offres, des appels de recherche, et puis des journées consacrées au travail dans le numérique, enfin, etc., etc. Donc, il va y avoir bientôt des résultats tout à fait intéressants. Alors, à Réseau Salariat, on n'a pas constituer de groupes sur la question, qui serait peut-être redondant avec d'autres choses qui se font par ailleurs, j'en sais rien, mais pourquoi pas, si vous êtes partant, un, pour adhérer à Réseau Salariat, deux, pour monter un lieu de réflexion sur le travail dans le numérique, bienvenue au club, hein, au contraire. Mais ça peut s'articuler avec tous ces chercheurs qui bossent maintenant là-dessus. Il y a quand même, en sociologie du travail, en économie du travail, enfin, etc., maintenant, pas mal d'équipes de recherche sur les enjeux, hein, du numérique. Et donc, je peux si vous me donnez votre adresse, je peux vous envoyer tout ce que, chaque fois que je reçois quelque chose sur ça, je vous l'envoie, et puis vous en faites ce que vous... Bon, on va s'arrêter là.